Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une série de sources assez éclectiques, Wikipédia, NASA, Blogstack, Reddit, même du YouTube. Oui, et toutes mentionnent un nom, Gemini 3. Et c'est là que ça devient assez intéressant, non? Parce que d'emblée on a deux sujets complètement différents sous ce même nom. Exactement. D'un côté, une mission spatiale historique, la NASA en 1965, Un truc pionnier, vraiment. et de l'autre, un modèle d'intelligence artificielle, le prochain truc de Google apparemment. Encore en développement ou sur le point de sortir, c'est ça. Beaucoup de spéculations en tout cas. Voilà, deux univers, un seul nom, c'est assez cocasse. Ça promet une exploration intéressante entre le passé bien documenté et puis ce futur très très attendu, voire un peu fantasmé. C'est ça, notre objectif c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ces deux Gemini 3, juste avec ce que les sources nous disent. D'accord. On commence par le voyage dans le temps, hein? Direction 65, Allons-y. Donc, Gemini 3, la mission spatiale. la toute première mission habitée du programme Gemini de la NASA. Un programme essentiel. Ah oui, crucial. C'était vraiment le pont entre Mercury, les vols solo, et puis Apollo, l'objectif Lune. Gemini devait permettre de maîtriser des manœuvres spatiales super complexes en fait. Oui, les rendez-vous en orbite, l'amarrage, les sorties dans l'espace, les EVA. Sans ça, pas d'Apollo. C'était aussi simple que ça. Et Gemini 3, c'était le baptême du feu pour le nouveau vaisseau biplace. Exactement. Et pour ses nouvelles ambitions. Alors l'effet clé, d'après Wikipédia et la NASA, mission lancée le 23 mars 1965, Hmm, à bord deux astronautes, Virgil Gus Grissom, le commandant, il avait déjà volé sur Mercury, c'est ça. et John W. Young, le pilote, son premier vol lui. Il y avait aussi un équipage de réserve d'ailleurs, Shira et Stafford. Toujours important la doublure. Le vol en lui-même, assez court. Un peu moins de 5 heures. 3 orbites. Ça peut paraître peu, mais les objectifs étaient denses. C'était vraiment tester le nouveau vaisseau de Gemini sous toutes les coutures. En conditions réelles. Tout à fait. Et surtout, tester sa capacité à manœuvrer. C'était la première fois que des Américains allaient utiliser les moteurs de leur capsule. Le système OAMS, c'est ça? Oui, Orbital Attitude and Maneuvering System. Pour changer activement leur orbite. La forme, l'altitude, une révolution pour l'époque. Et une autre première très importante, la rentrée atmosphérique contrôlée. Ah oui. Utiliser la forme de la capsule pour créer un peu de portance et donc piloter même un peu le point d'amérissage. Jamais fait avant par un vaisseau américain habité. C'était pas juste technique, il y avait d'autres objectifs. Si. Évaluer comment l'équipage et le matériel tenaient le coup, analyser les vibrations du lanceur au décollage. Le fameux effet pogo. C'est ça, ces oscillations qui pouvaient être assez violentes. Et même une petite expérience de bio, la fécondation d'œufs d'ursin en apesanteur. Incroyable. Mais au-delà de la technique, les sources montrent aussi un côté très humain, non? Plein d'anecdotes. Ah oui, tout à fait. Par exemple, le nom du vaisseau, Molly Brown. C'était pas un nom officiel NASA, ça. Non, c'était un choix de Gus Grissom, une référence un peu blagueuse à l'insubmersible Molly Brown, la survivante du Titanic. Pourquoi? Parce que sa capsule Mercury à lui, elle avait coulé après son premier vol canon. Il avait failli y passer. Donc c'était sa façon de conjurer le sort, quoi. La NASA aimait. Pas Crow, non. Ils ont même refusé Titanic. Mais Molly Brown est restée. Et d'ailleurs, c'était la dernière fois qu'un astronaute américain a pu nommer sa capsule. Ah bon? Oui, l'insigne de la mission y montrait une capsule qui flotte d'ailleurs. C'était un petit clin d'œil. Et l'histoire du sandwich, c'est vrai ça? Ah oui, le contrabandwich au corned-beef. John Young en avait caché un dans sa combi. Non. Si. En plein vol, il le sort, il le propose à Grissom. Apparemment, Grissom a trouvé ça drôle. Mais au sol? Ah, au sol, les médecins étaient furieux. Imagine les miettes flottant partout, potentiellement dangereuses pour les instruments. Un article de la NASA parle même des retombées de ce sandwich spatial non autorisé. C'est fou. Ça montre un côté un peu rebelle, même chez ces héros. Complètement. Mais bon, tout ne s'est pas passé parfaitement non plus, hein. L'atterrissage, par exemple. Ah oui, l'amérissage. Il a été imprécis. Assez, oui. La capsule a touché l'eau à plus de 90 km du point prévu. Wikipédia dit même 111 km. Ah oui, quand même. Loin du porte-avions qui attendait. Voilà, l'USS Intrepid. Ça montre que maîtriser cette rentrée contrôlée, c'était pas évident du premier coup. Il y a aussi une anecdote sur une retombée techno inattendue. Oui, un spin-off, comme on dit. Pour séparer les étages de la fusée Titan II, ils utilisaient une charge explosive, le Jetabags. D'accord. Eh bien, cette technologie a été adaptée plus tard sous le nom de JetCord pour la démolition de précision des bâtiments sur Terre. Incroyable. De l'espace au BTP. En quelque sorte, oui, c'est sourcé par la NASA elle-même.
Donc, pour résumer, l'importance de Gemini 3. C'était vraiment la validation du programme Gemini. Sans ce premier succès habité, sans prouver que le vaisseau marchait et qu'on pouvait manœuvrer en orbite, Tout le programme Apollo était remis en cause. exactement, Gemini a permis aux USA de rattraper les Soviétiques qui avaient une certaine avance à l'époque. Et c'était une aventure technique, mais aussi très humaine, finalement. Tout à fait, avec ses anecdotes, ses défis. Bien, merci pour cet éclairage sur la mission spatiale. Maintenant, attention, on fait un saut de 60 ans. Le grand écart. Carrément. On passe à l'autre Gemini 3, celui dont parlent nos autres sources. BlockTech, Reddit, YouTube. L'intelligence artificielle. On passe des pionniers de l'espace aux pionniers de l'IA, on dirait. Alors, ce Gemini 3.0, ce serait quoi exactement? La prochaine génération du grand modèle de langage, le LLM, de Google DeepMind. D'accord, le successeur de la série Gemini 2.x. Il y a eu une version 2.5 Pro récemment, c'est ça? Oui, sorti le 17 juin 2025 d'après Comet API. Et donc l'héritier de ce qu'on appelait Google Bard avant. Mais est-ce que c'est confirmé ou c'est juste des rumeurs? Alors, les sources donnent différents niveaux de preuves, si on peut dire. Il y a des trucs jugés assez concrets. Comme quoi? Un fil Reddit sur Singularity parle d'un commit, une modif de code, vue sur le GitHub officiel de l'outil en ligne de commande de Google pour Gemini. Ah oui, et ça disait quoi? Le code mentionnait Gemini-beta-3.0 Pro et Gemini-beta-3.0 Flash. Pour les observateurs, c'est plus solide qu'une capture d'écran Twitter. Ça vient de Google. Même si c'est peut-être juste en interne ou en test, une trace tangible, quoi. Voilà. Et il y a eu une autre fuite, apparemment, Laquelle? relayée sur le subreddit Bard. Un article de blog sur ce même outil Gemini CLI publié par erreur par Google, puis retiré vite fait. Ah. Et qu'est-ce qu'il disait, cet article? Il parlait d'un accès gratuit à Gemini 2.5 Pro avec une fenêtre de contexte énorme, 1 million de tokens. 1 million? C'est gigantesque. Ça fait combien de mots, ça, en gros? Environ 750 000 mots. L'info que le modèle peut garder en mémoire active pour une conversation ou une analyse. Impressionnant. Et l'article disait autre chose? Oui, des limites d'utilisation à élever pendant une phase de preview, et surtout qu'il faudrait une clé API pour choisir son modèle, ce qui sous-entend qu'il y en aurait plusieurs. Donc potentiellement ces versions 3.0. D'accord. Des indices, mais toujours pas d'annonce officielle. Exact. Et puis, il y a le côté un peu plus folklore, des rumeurs, non? La transcription YouTube en parle beaucoup. Ah oui, là on entre dans la zone grise. La chaîne P2 No Code mentionne des posts bizarres d'employés Google avec des emojis bananes. Des bananes. Oui. Et pire, l'apparition en août d'une IA mystère, Nano Banana, qui aurait tout déchiré dans des tests d'édition d'images. Nano banana. Oui, Sérieusement. sérieusement. Apparemment capable de modifs super complexes en plusieurs étapes. Mais bon, c'est invérifiable, hein. Ça sent la légende urbaine de la tech à plein nez. Exactement. Il y a aussi des noms de code qui circulent, genre Kingful, qui intégrerait une capacité de raisonnement appelée DeepThink. DeepThink. D'accord. Et le summum de la rumeur, un benchmark au nom hyper dramatique, Humanity's Last Exam. Non. Si, où Gemini 3.0 aurait fait 32,4% contre 26,5% pour un éventuel GPT-5 d'OpenAI. Mais on sait d'où ça sort, ce benchmark. Aucune idée. Faut vraiment prendre ça avec d'énormes pincettes. C'est de la pure spéculation. Bon, malgré tout ce flou, si on essaye de voir ce que les sources disent sur les capacités attendues de ce Gemini 3.0. Il y a plusieurs grands axes qui ressortent. D'abord, la multimodalité poussée vraiment loin. C'est-à-dire? Gemini 2.5 gère déjà texte, images, audio, vidéo courte. Oui, mais là on parle d'analyse de vidéo en temps réel, genre 60 images par seconde, compréhension d'objets 3D, traitement de données géospatiales. Les applications possibles sont dingues, alors. Résumer une vision en direct, guider en réalité augmentée. Donner une vision à des robots, oui, c'est vertigineux. Et ensuite, la fameuse fenêtre de contexte. On a parlé du million de tokens pour la 2.5 Pro. Eh bien, pour la 3.0, le blog Comet API parle de plusieurs millions de tokens. Une multi-million token window. Encore plus grand. Mais comment ça marche? L'idée, c'est pas juste la taille, c'est d'avoir des mécanismes plus malins pour retrouver la bonne info dans cette masse et rester cohérent sur de très très longues interactions. D'accord. Et ce DeepThink des rumeurs? Ce serait une capacité de raisonnement avancée intégrée par défaut dans la 3.0. Contrairement à la 2.5, où il faudrait l'activer. Voilà, la 3.0 pourrait raisonner,
planifier des tâches complexes, s'auto-corriger de façon plus autonome, sans avoir besoin d'instructions hyper détaillées. Les sources parlent aussi d'efficacité, de rapidité. Oui, performance quasi temps réel, grâce aux puces de Google, les TPU V5P, leurs accélérateurs maison ultra rapides. Et l'interaction avec d'autres outils. Ça serait amélioré aussi. Mieux utiliser le web, exécuter du code, parler à des API externes. On parle même d'orchestration multi-agent. C'est-à-dire? L'IA pourrait coordonner plusieurs outils en même temps, en parallèle. Et ce truc un peu fou mentionné sur YouTube et Reddit, le Sketch to Software. Ah oui, l'idée de dessiner une esquisse d'interface, par exemple, et l'IA génère le code qui marche. Ça existe déjà un peu, non? Oui, mais Gemini 3.0 pourrait le rendre beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide pour prototyper des applis. C'est un truc qui fait beaucoup parler. C'est fascinant. Et pour la date de sortie? Ça spécule dans tous les sens, j'imagine. C'est le moins qu'on puisse dire. Le blog Comet API, lui, se base sur le rythme de Google. 1.0 en décembre 2023, 2.0 en décembre 2024, 2.5 mi-2025. Donc, logiquement, 3.0 vers décembre 2025. C'est leur hypothèse. Avec un déploiement progressif, entreprise d'abord, puis développeurs, puis grand public début 2026 dans Android, Workspace, etc. Mais et des rumeurs plus optimistes? Oui, la transcription YouTube et certains posts Reddit parlent d'annonces bien plus tôt, entre septembre et novembre 2025. Voire même la semaine prochaine. La vidéo mentionne ça, oui, en lien peut-être avec les Olympiades de maths ou une conférence comme ICML. Mais bon, ça reste très, très spéculatif. Les mentions Beta 3.0 dans le code, ça suggère quoi? Peut-être qu'un accès anticipé existait déjà pour quelques partenaires triés sur le volet, mais rien de public pour l'instant. Si on prend un peu de hauteur, comment ce Gemini 3.0 s'inscrit dans la course à l'IA actuelle? En plein dedans, il est toujours cité avec les autres gros morceaux attendus, GPT-5 d'OpenAI, Claude 4.5 ou Neptune d'Anthropic, Grok 4 de XAI. Sans oublier les modèles chinois, DeepSeek. Et exactement. La compétition est féroce. Un fil Reddit imagine même que plusieurs de ces géants pourraient arriver quasiment en même temps. Ça va être chaud, Horde. Et pour Google spécifiquement, c'est quoi la stratégie derrière? Un article SEO parlait d'une fuite interne. Oui, un document qui suggérerait que Google voit venir une baisse du trafic sur son moteur de recherche classique à cause des IA conversationnelles. Logique. Donc, Gemini serait vital pour garder les utilisateurs dans l'écosystème Google. Recherche assistée par IA, Workspace, Android, Cloud. Gemini comme colonne vertébrale. Le raisonnement serait mieux vaut perdre du trafic vers notre IA que vers celle d'un concurrent comme ChatGPT. C'est exactement ça, d'après cette fuite supposée. Et ça change tout pour le référencement, le SEO. Ah bah oui, l'article parle de GEO, Generative Engine Optimization. Optimisation pour moteur génératif. C'est l'idée. Il faudrait structurer d'infos différemment, répondre à des questions, utiliser un langage riche, des données structurées, des résumés, pour que les IA puissent comprendre et utiliser le contenu. Un vrai changement de paradigme pour ceux qui créent du contenu web. Potentiellement, oui. Et pour les entreprises en général, quel impact si Gemini 3.0 tient ses promesses? Les sources YouTube et Reddit listent plein de trucs. Ça fait rêver ou pleurer, c'est selon. Révolution de la création de contenu, tu décris une vidéo, elle se crée. Waouh! Disruption des agences marketing, service client amélioré puissance 1000, l'IA comprendrait un problème via la caméra du smartphone en direct, C'est dingue. veille concurrentielle automatisée, prototypage ultra rapide avec le Sketch to Software. Mais il y a des risques, des défis. Bien sûr, les mêmes sources insistent que les entreprises doivent se préparer, former les équipes, documenter les process pour l'IA, organiser les données. Et les risques classiques? Dépendance excessive, confidentialité des données confiées à l'IA, sécurité, c'est toujours là. Donc, potentiel énorme, mais beaucoup d'inconnus et un gros besoin de préparation. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre les capacités techniques, spéculées, contexte géant, raisonnement, multimodalité, et ces applications business très ambitieuses. Stratégiquement, pour Google, c'est une réponse cruciale à OpenAI et aux autres, quoi. Absolument. On voit se dessiner des écosystèmes IA de plus en plus intégrés, de plus en plus puissants, mais, répétons-le, Beaucoup de spéculation. voilà, les benchmarks type Humanity's Last Exam, les histoires comme Nano Banana, c'est plus de la mythologie tech en construction que des faits. Ce qui est concret, c'est que des plateformes comme Comet API agrègent déjà les modèles actuels, comme Gemini 2.5 Pro, et attendent la suite. Fascinant. Bon, en résumé, notre exploration nous a mené vers deux Gemini 3 qui n'ont quasiment rien à voir, à part le nom.
Le grand écart, on l'a dit. D'un côté, un moment clé de l'histoire spatiale, un vrai pas de géant dans les années 60. Et de l'autre, une promesse technologique majeure pour notre futur numérique, avec énormément d'attentes autour. Le contraste est saisissant. Le seul fil conducteur, peut-être, c'est cette idée de repousser les limites, non? Que ce soit dans l'espace physique ou dans l'espace numérique de l'IA. C'est une belle façon de voir les choses. Les points clés à retenir. Gemini 3, la mission de 65, succès technique essentiel pour la Lune, mais aussi une aventure très humaine. Avec ses anecdotes mémorables. Et Gemini 3.0, l'IA, très attendue, très spéculative. Si elle arrive, elle pourrait vraiment marquer une nouvelle ère pour l'IA et changer notre rapport à l'info, avec des concepts comme le géo. Et peut-être pour finir sur une note un peu réflexive, le programme spatial Gemini, il a préparé la Lune en maîtrisant des défis jugés quasi insurmontables à l'époque. Rendez-vous orbital, sortie dans le vide. Oui, des étapes cruciales. Des décennies plus tard, cet autre Gemini, l'IA, il vise à maîtriser le raisonnement complexe, l'interaction multimodale dans un environnement numérique qui est aussi un nouveau territoire à sa manière. Intéressant parallèle. Même si les sources ne font aucun lien direct, on peut se poser la question, est-ce que le choix de ce nom Gemini, pour cette IA si avancée, c'est pas un clin d'œil à l'ambition folle du programme spatial? Est-ce que Google, avec Gemini 3.0, cherche à faire son propre pas de géant, un saut qualitatif aussi décisif que Gemini le fut pour la Lune? C'est une pensée intéressante pour conclure. L'ambition derrière le nom. Voilà. Une question qui reste ouverte en attendant de voir ce que ce Gemini 3.0 nous réserve vraiment.